invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous ce soir, le président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Julien Nebenzal nous accompagne également, le président de Futuriem. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Florent Delorme à nos côtés ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez le gérant d'actifs britannique M&G Investment. Je disais, mettons une fois n'est pas coutume la politique à la une fois n'est pas coutume parce que les marchés aiment généralement assez peu les affaires politiques, mais il y a des événements politiques qui méritent parfois un peu plus d'attention que d'autres. Au-delà du fait que l'élection du moment soit une élection française, c'est quand même une élection importante d'un pays important en Europe. On est au lendemain des résultats du premier tour. Le marché semble digérer avec une relative sérénité ces résultats du premier tour, qui ont déjà fait quand même couler beaucoup d'encre. C'est un premier constat qu'on peut signaler, y compris dans les institutions non françaises. Beaucoup de papiers ont été écrits sur ces résultats du premier tour. Qu'est-ce qui mérite d'être soulevé dans ces résultats? Alors, sur le plan de l'investissement, on reste évidemment dans notre domaine d'expertise. Florent, est-ce qu'il y a des révélations, la démographie, la sociologie du vote des Français qui méritent une attention particulière de la part des marchés? Les marchés ne regardent pas forcément cette dimension-là. C'est vrai qu'on s'intéresse plus à la probabilité qu'un scénario Marine Le Pen à la présidence se déroule ou pas. Et pour l'instant, c'est vrai que l'idée générale, quand même, c'est qu'il demeure peu probable que Marine Le Pen accède à la présidence. Mais donc c'est le scénario sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron aurait un second mandat. Ça, c'est le scénario central du marché qui est reflété par les équilibres de marché aujourd'hui. Il nous semble, je crois que même si effectivement des préoccupations sont apparues à l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen, le scénario central sur lequel les marchés travaillent demeure encore celui d'une réélection d'Emmanuel Macron. Pardon. Oui. Et parce qu'effectivement, le projet de Marine Le Pen vient heurter un peu de plein fouet toute la construction européenne qui a été déployée depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est de nature à inquiéter les marchés. On voit bien que les politiques allemands, les journalistes allemands s'en inquiètent aussi, notamment à propos de la solidité future du couple franco-allemand, si tel était, si effectivement le scénario, pour l'instant minoritaire, l'emportait. Et même nos amis britanniques s'en inquiètent aussi, bien que n'étant plus dans l'Union européenne, puisque ça serait effectivement l'avènement en France d'un certain populisme, ce qui effectivement, pour les marchés, n'est pas un scénario très favorable. Mais si on veut se rassurer, on peut retenir que les ambiguïtés autour de la monnaie unique, qui était encore au cœur du programme de Marine Le Pen en 2017, ne sont plus présentes, puisqu'il n'est pas question de la sortie de la zone euro. Donc on peut se rassurer si on souhaite envisager ce scénario non désiré par les marchés. On peut remarquer qu'effectivement un des points de nature systémique qui était présent dans le programme de ce parti n'est plus présent dans le programme du parti, qui était la question de la sortie potentielle de la zone euro, qui là serait un cataclysme formidable en termes de marché, puisque la dette française, si elle devait être libellée en francs, ça, poserait tous ces scénarios-là, on les a vécus, on les a imaginés dans le passé. Donc vous dites, ce risque extrême n'existe plus, néanmoins, l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée soulèverait un certain nombre d'interrogations sur la dynamique européenne future, en tout cas la place de la France dans la dynamique européenne future. Ça, ce serait un sujet pour les investisseurs. Sur la nature de la construction européenne, sur la nature des solidarités européennes, puisque une des grandes avancées que le monde économique a salué, c'est l'amorce d'une mutualisation de l'endettement européen, d'une solidarité presque budgétaire. On l'a vu avec des transferts qui ont commencé de s'opérer à l'occasion de la crise sanitaire, en particulier par exemple vers l'Italie. Et il est sûr que l'accession au pouvoir en France
d'un parti qui se dit beaucoup moins favorable à un projet européen et donc à une mutualisation des moyens et des ambitions viendrait heurter de plein fouet la constitution d'un grand marché financier européen avec la liquidité qui y est associée, puisque c'est c'est cette construction européenne qui permet de construire ce marché financier avec sa profondeur, sa liquidité. Donc c'est sûr que si un acteur majeur de la zone exprime des réticences marquées à cet endroit, c'est pas de nature à réjouir les acteurs économiques. Il faudrait voir dans un second temps, d'ailleurs, jusqu'où ces réticences pourraient s'exprimer, se matérialiser. Ce serait un vrai sujet de voir quelle marge de manœuvre il y aurait de ce point de vue-là. Voilà, et de ce point de vue-là, de toute façon, rien n'est très clair. Voilà. Les marchés encaissent avec sérénité, je le disais, on regarde le spread franco-allemand, 50 points de base, ça reste la norme en tout cas qu'on a pu observer ces derniers temps. Julien, lecture de ces résultats d'élections présidentielles, sachant que vous travaillez sur les cycles, qu'il y a un cycle politique également parmi les autres cycles que vous suivez. Je me souviens également de l'analyse que vous faisiez de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, où beaucoup y voyaient, le rempart contre la vague populiste qui avait émergé en 2016 avec l'élection de Donald Trump, le vote du Brexit. Et vous disiez non, pour moi, Macron procède de cette même vague d'une certaine manière. Alors on est tombé sur un populiste bon teint d'une certaine manière, mais pour vous, c'était plutôt quelque chose qui s'intégrait dans le sillage de ce que d'autres pays avaient déjà vécu. Quelle lecture est-ce que vous faites là de ce résultat de scrutin 5 ans après ? Oui, à tout ça. Juste un point, je mettais pas l'étiquette populiste quand même sur sa candidature et son programme. Mais après, c'est devenu l'évidence que le centre a créé le développement des extrêmes. Enfin, je crois que maintenant le résultat d'hier, voilà, le dit. Ça, c'est pour le schéma politique. Les conséquences qu'il peut y avoir sur les marchés, là, tout de suite, je crois que ça a été largement commenté. On sait que les reports de voix sont tous identifiés, sauf l'armée mexicaine au milieu, dont on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait pencher d'un côté ou de l'autre le résultat. On sait derrière qu'il y a un vote qui va apporter plus de cohésion à l'Europe, et un vote qui va créer une perturbation dans l'Europe. Voilà. Maintenant, l'Europe, elle est obligée de se construire sur la base de consensus. Elle devra construire un consensus avec la personne qui sera élue. Ça va être plus compliqué, ça va ralentir certains sujets, mais ça peut aussi en accélérer d'autres, je ne sais pas. On ne peut pas encore tout à fait dire. Sinon, ça s'inscrit, c'est la suite, mais ça c'est aussi une évidence, c'est la suite du Brexit, c'est la suite de l'élection de Trump, c'est l'écho aussi aux premières démarches politiques de Salvini en Italie. Tout ça, ça procède vraiment du même mouvement. Et c'est un mouvement qui ne peut se résoudre que, historiquement en tout cas, que par des actes majeurs. Et l'élection qu'on a là n'est pas, l'élection française n'est pas un acte majeur en soi. Donc ça participe de ce mouvement, mais ça ne nous en dit pas plus. Et ça participe... Alors là, il y a une connexion à faire, c'est l'avis justement que finalement une large majorité les candidats qui représentent une large majorité des Français, l'avis qu'ils ont sur le sujet russe. Voilà, ça c'est quelque chose où on voit que la colère qu'il peut y avoir dans les sociétés occidentales, la volonté du retour au local par rapport au global, l'opposition globale, etc., eh bien ça donne envie de soutenir un autocrate, parce que cet autocrate, justement, il porte finalement ses valeurs. Et on a l'impression, puisque c'est un grand pays géographique et que c'est la deuxième armée du monde, on a l'impression que ça a un sens. Mais finalement, après tout, un grand pays qui est la deuxième armée du monde et qui dit ça, ça fait un sens. Donc ce mouvement, il va encore durer. Voilà, j'en suis très convaincu. Je ne sais pas donc ce qui va se passer dans 2 semaines. J'ai dit, une fois, le report de voix de la France insoumise est tellement insondable aujourd'hui que je crois qu'on ne peut pas se prononcer. Mais quel que soit ce résultat, ces problématiques vont se développer. Alors, est-ce qu'on a des choses qui vont nous permettre de revenir dans un cercle de la raison ? J'y crois peu, et j'y crois d'autant moins que toute l'Europe s'en est rendu compte progressivement, quand les grands dirigeants européens s'en sont rendus compte. Et la réponse qu'on a eue au Covid, on s'est dit que l'Europe a été enfin politique, etc. En fait, les gens qui étaient en place au moment du Covid en Europe sont des gens qui ont été élus, qui ont été mis là pour une action politique. Madame Lagarde fait partie de ce groupe. Et évidemment,
l'objectif numéro 1, suite à la montée de l'AfD quelques années avant en Allemagne, l'objectif numéro 1, c'est d'assurer un service cohérent et visible de l'Europe aux Européens. C'était ça. Le Covid est venu et la réaction a été, on a parlé d'eurobond. Voilà, on a parlé d'enfin de quelque chose qui fasse une cohésion, un sens et presque un sentiment d'appartenance qui est miroir un peu de ce que je disais sur la Russie. Sauf que cette chose est passée et que le résultat sur la société française, par exemple, n'est pas spectaculaire. Les résultats d'hier nous le montrent. Donc, sans être pessimiste, je constate que nos atouts, nos armes, nos munitions... Malgré cet effort sans précédent de l'Europe, vous dites, on a du mal à retrouver une capitalisation sur cet effort-là. En fait. Oui, et le sentiment, encore une fois en Occident, ce fameux retour local, cette impression d'inégalité, parfois justifiée, mais aussi des impressions, ces choses-là sont des choses qui sont répétées, redites, et qui vont continuer jusqu'à, encore une fois, qu'un événement majeur permette de reprendre, probablement pour beaucoup de gens, un point de mire commun, un point de comparaison commun. Aujourd'hui, il n'y en a pas un. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a raison. La vérité est dans chaque tweet, en quelque sorte. Et vous dites même la crise géopolitique, la guerre de Poutine, pour dire les choses, même ça, c'est pas un événement majeur de nature à unifier les Européens un peu plus encore aujourd'hui. Alors, je ne peux pas faire de fiction, mais c'est quand même très probable qu'il y aura un conflit, et donc armé, entre les USA et la Chine. A priori, c'est inévitable. Enfin, voilà, c'est très très probable. Voilà. Dans ce mouvement-là, qu'aura fait la Russie entre-temps ? Parce que c'est pas encore pour maintenant. Il faut être prudent, mais je ne crois pas que ce soit pour maintenant. Qu'aura fait la Russie sur ce chemin-là ? Quelle aura été la relation de la Russie et de la Chine ? Et jusqu'où la Russie aura été pour combattre cet idéal européen que, de toute évidence, il repousse, enfin, qu'il ne veut pas. Je ne sais pas. Mais ça fait partie, au niveau géopolitique, de la dynamique qui va participer d'un choc majeur. Il peut y avoir des forces économiques et monétaires, elles sont déjà à l'œuvre, et ça s'appelle l'inflation. Ça aussi, c'est un événement c'est une dynamique, enfin un événement, l'événement il vient de passer, c'est une dynamique qui participe de ce choc. Voilà, donc en faisant le tour de ce sujet, on est bien dans notre temps, voilà, on est bien dans notre temps, ce qui se passe nous appartient, et ce qui se passe est extrêmement logique du point de vue justement des cycles. Bon. Je reviens à l'élection française, Thierry, vos commentaires là. Quel lien, en tant qu'investisseur, vous faites entre les marchés et la politique française au cœur de l'Europe aujourd'hui, on va dire ? Alors, je pense qu'en France, on avait, depuis quand même un certain temps, on avait le décompte là tous les jours, 180 jours avant l'élection, etc. Donc bon, c'est un sujet, évidemment, c'est une élection, là, l'élection la plus importante quand on est citoyen français. Donc bon, on l'avait bien en tête. Par contre, je pense que les marchés financiers, les investisseurs, avaient un petit peu enjambé l'élection française, je pense. Et d'ailleurs, on a vu la semaine dernière, quand on a commencé à avoir des sondages de second tour où il y avait 52-48 au second tour, là, il y a eu un peu de crispation. Et finalement, ce qui n'était quelque chose qui devait se faire assez facilement est devenu un sujet à l'ordre du jour des investisseurs dans l'agenda. Qui dit marge d'erreur dit pièce en l'air. Voilà, marge d'erreur, c'est marge d'erreur. Et donc, finalement, cet enjambement de l'élection française, je parle des investisseurs au niveau global, était plus si une évidence que ça. Donc, crispation la semaine dernière. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tire pour les marchés, c'est qu'il y a eu peut-être un peu de facilité là-dessus. Et finalement, c'est un peu moins facile que ça. Deuxième enseignement, c'est que oui, c'est un vrai sujet, l'élection potentielle de Marine Le Pen. Parce que bon, ok, on parle plus de Frexit, mais bon, en creux, c'est quand même... on a enlevé le mot, mais à la fin, si on change la Constitution, qu'on fait passer les lois françaises devant les lois européennes, c'est à peu près la même chose. Donc, ça revient à peu près... Au final, le résultat est à peu près similaire. Donc là, ce qui a été mentionné précédemment, la construction européenne qui date quand même depuis 50 ans, prendrait un sacré coup. Et donc c'est un vrai sujet pour l'Europe, pour la dette française. Et puis quand même, faut pas oublier que la dette française, alors j'ai pas les chiffres précis en tête, mais elle est pas majoritairement détenue par les Français. Non. À l'inverse des Japonais qui détiennent leur dette, et bon, à la rigueur, ils se disent, bon, vous savez quoi, nous, on est tranquille à 250 points de dette sur PIB, et puis c'est notre problème.
nous, on a un problème vis-à-vis de l'extérieur. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de considérer qu'on est en autarcie et qu'on ne doit de compte à personne. Ce que Marine Le Pen, quand même, avec un discours, c'est le principe du populisme, c'est qu'on sert la soupe pour satisfaire son électorat potentiel. Et ça se fait au détriment de quoi ? De dépenses qui augmentent et de recettes qui baissent. Donc c'est quand même pas très bon pour la dette française. Et donc on peut avoir un énorme sujet potentiel entre un Frexit dissimulé et des spreads là, qui pour le coup s'écarteraient. Enfin, ça serait normal parce qu'on serait vraiment dans la question de la soutenabilité de la dette française. Sauf donc, que c'est un vrai sujet. Oui, sauf que comme vous le dites, certains défendent l'idée que parce que ce serait un énorme sujet pour la dette française, ce risque ne pourra pas se matérialiser. C'est qu'au bout de 3 jours, il y aura un coup de fil du directeur de l'agence France Trésor qui va placer ses 10 milliards d'obligations OAT tous les jeudis et qui dira attendez, moi il faut que je trouve des acheteurs. Et puis après, à quel prix Voilà. Donc il y a très vite quand même un principe de réalité. Et les marchés ont encaissé Trump, et les marchés ont encaissé Brexit. Et au final, je ne vais pas dire que ça reste... À ma connaissance, Trump, c'est quand même pas de l'extrême droite. C'est de la droite un peu extrême. Oui. Alors on ne va pas jouer où se place-t-il sur l'échiquier politique. Mais c'est populaire, mais bon, c'est populaire pro-business. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a baissé l'impôt sur les sociétés. Là, c'est pas trop la teneur de ce qui est dit du côté de Marine Le Pen. Alors, il y a des choses qui sont, il faut être aussi honnête, il y a des choses qui sont pro-business que d'autres ne proposent pas, mais c'est majoritairement quand même du social. Alors, j'ai pas d'avis personnel sur son programme, mais c'est du social qui n'est pas financé. Donc ça, c'est faire un sujet. Et Trump, c'était quand même très pro-business à la fin, donc du populaire, mais aussi pour les boîtes. Donc ça. À la fin, moi, ce que je dirais, c'était mon 3e point, Grégoire, c'est quand même, en plaçant les Français, en plaçant Emmanuel Macron en tête du premier tour assez nettement, il y a quand même le principe de réalité, de rationnel. Il n'a pas forcément démérité ça dépend bien sûr. Chacun voit le verre de son côté. Je vous confirme que c'est. On est d'accord, mais à la fin, il y a quand même une majorité de Français qui se retrouvent sur ce qui n'était quand même pas gagné compte tenu des précédentes élections présidentielles où les candidats sortants étaient sortis. Donc, et souvent Manu Militari, puisque même François Hollande n'avait même pas pu se présenter tellement c'était violent. Donc il y a quand même un côté rationnel qui, moi, me rassure. Donc, je résume, enjambement, finalement, non, il y a quand même un vrai sujet. 2, c'est à juste titre parce qu'il y a un vrai sujet. Et 3, on peut quand même penser, au vu des élections, des sondages de 2e tour, il faut rester on est d'accord. Voilà, je ne dirais jamais le contraire, mais il y a quand même une rationalité qui semble se manifester et qui devrait quand même rassurer. C'est pour ça que le spread il est à 50 points de base, le CAC qui monte légèrement. Le marché il dit OK. Ah oui, il n'y a pas de rupture. On a peut-être été un peu vite en besogne. C'est une séance normale. On ne peut pas se gargariser encore de se projeter sur une victoire sûre et certaine, comme c'était le cas en 2017. Souvenez-vous, lundi après le premier tour en 2017, le CAC il a fait plus 4,5. 4, voilà. Donc il y avait un vrai message et ça y est, l'élection elle était pliée. D'ailleurs, le lundi du 2e tour, le CAC n'avait rien fait. C'était déjà joué le lundi du premier tour. Là, ce n'est pas le cas. Attentisme, mais quand même plutôt un message sur disons, on va dire que les investisseurs ont perçu la rationalité qui s'est exprimée dans cette élection, plaçant Emmanuel Macron, le président Macron, au premier tour. Au second tour, en tête du premier tour, pour le second tour. Julien, il y a un commentaire, une remarque, non ? Oui, je pensais juste, quand vous disiez Trump, lui, il était pro-business, en disant juste avant que Marine Le Pen, c'est social et non financé. Je voulais juste, à ce moment-là, remettre en perspective que Trump n'était pas financé non plus. En fait, il a accru le déficit sur plan de relance sur plan de relance. Sur quasiment un cycle. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'idée keynésienne de la politique budgétaire, enfin, celle qui est apprise par à peu près tout le monde et qui fait sens. Et finalement, si on met, je reviens à ça, mais si on met ça, la politique du Covid, etc.,
Maintenant, c'est très très compliqué en Occident d'expliquer à la population qu'une discipline budgétaire a un sens ou qu'en fait on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que des programmes qui, in fine, ne sont d'évidence pas financés, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Parce que Trump étant passé par... C'est un des éléments. La dette, le déficit, tout ça est complètement absent. Il faut reconnaître que c'est très dur à expliquer débat, maintenant. bien sûr. C'est... Il y a eu de l'argent gratuit, hein. Il a existé, il a été là, il a été déversé. Ça, c'est pas Trump non plus. Non, je veux dire, le contexte faisait, et le S&P, il a quand même vachement progressé sur la période, et donc, je veux dire, il a quand même été alimenté. Alors, c'est sûr qu'il a, il a creusé le déficit, il a creusé le le S&P déficit, a monté, comme tout le monde. Voilà, mais c'était pas, je veux dire, c'était beaucoup moins social que le programme de Marine Le Pen. Florence, si on en vient aux considérations macroéconomiques, alors je le disais, il y aura pas mal d'informations cette semaine pour les investisseurs, notamment côté américain, l'inflation du mois de mars, les ventes au détail, on aura des éléments d'enquête sur la confiance du consommateur américain également, un sujet très très important. Au milieu de tout ça, il y a quand même l'idée de la récession, alors qui n'est pas encore une idée tout à fait centrale, mais qui est un sujet de conversation permanent depuis quelques temps chez les investisseurs. L'idée d'une récession future, proche peut-être aux États-Unis. L'idée là aussi d'un gros choc sur la croissance peut-être en Europe. Donc je mets récession entre guillemets parce que à définir, mais l'idée quand même qu'on ait un coût sur la croissance plus important que ce qu'on imagine aujourd'hui. On peut parler de la Chine aussi, qui affiche un objectif de 5,5% de croissance cette année et qui paraît quand même très ambitieux avec des problématiques sanitaires qui sont loin d'être terminées. Qu'est-ce que vous pensez de cette conversation là autour de l'idée d'une récession et est-ce que c'est une idée qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on construit des stratégies de marché ? C'est vrai que le discours de plus en plus sévère des banques centrales, en particulier la Banque centrale américaine, mais on a aussi noté une inflexion du côté de la BCE sur les questions de l'inflation et de la nécessité de donner une nouvelle orientation à la politique monétaire. Ces discours-là sont de nature à faire revenir la question de la récession sur le devant de la scène. Parce que si on met de côté l'éventualité d'un cycle de resserrement monétaire extrêmement fort et rapide, pour l'instant, on a quand même aux États-Unis une dynamique de croissance qui est extrêmement bien installée. Et dans la zone euro, les modèles économétriques dont on peut dire qu'ils sont incertains et pas toujours très précis, mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose, laissent à penser que malgré la hausse du coût de l'énergie du fait de la situation en Ukraine, on pouvait traverser à peu près l'année 2002 avec encore une modeste croissance, hormis peut-être l'économie allemande qui est particulièrement touchée par la situation dans l'est de l'Europe. Mais disons que la dynamique de croissance aux États-Unis est forte et dans la zone euro, il semblerait que l'épargne constituée à l'occasion de la crise sanitaire qui va être dépensée par les agents économiques, en particulier donc les ménages et le retard d'investissement des entreprises, cela suffirait en fait à compenser en partie le choc de croissance que la situation ukrainienne nous fait subir et dont tous les organismes de prévision nous disent que sur l'économie européenne, par exemple, ce choc de croissance peut être estimé entre 1 et 1,5%. Mais comme on part d'un acquis de croissance pour 2022 qui était assez fort, du fait du rattrapage de la croissance non effectuée pendant les années Covid, on pouvait, bon an, mal an, avoir l'espoir, effectivement, d'une croissance modeste en Europe et d'une croissance assez forte aux États-Unis. Mais effectivement, ça, c'est sans compter un resserrement plus brutal et rapide de la politique monétaire qu'initialement attendue. Et donc, il s'agit de faire cet arbitrage éternel entre inflation et croissance. Les banques centrales laissaient plutôt à penser, il y a encore quelques temps, qu'il y avait une prime à la croissance et que le combat contre l'inflation était certes dans les esprits, mais peut-être pas le combat prioritaire. Et les discours des dernières semaines peuvent amener à penser maintenant le contraire, que la priorité devient à tout prix le combat contre l'inflation, avec la mesure peut-être la plus spectaculaire du côté de la Réserve fédérale, c'est la réduction quand même assez rapide envisagée du bilan de la Réserve fédérale, ce qui n'est pas sans conséquence sur le niveau des taux de marché, des taux moyen long terme. Oui, qui n'est plus endossé uniquement par des
les faucons isolés. Hein. C'est vraiment là un sujet endossé, y compris par Laëlle Brainard aujourd'hui, vice-présidente de la Fed, l'idée de réduire assez rapidement le bilan, que ça puisse être enclenché d'ici. Et on voit que même au sein de la BCE, la question de la taille du bilan est un sujet qui est évoqué, que les hausses de taux sont aussi envisagées, évidemment pas avec le même rythme et la même amplitude qu'aux États-Unis. Mais donc, pour répondre à votre question, effectivement, c'est difficile de déterminer quelle va être exactement la trajectoire qui va être choisie. Il faut trouver la bonne ligne de crête pour résorber en partie cette inflation galopante sans pour autant casser la croissance. Alors, la Réserve fédérale nous indique qu'elle est tout à fait capable de le faire, hein, puisque l'idée de la Fed, c'est que on va pouvoir encaisser un cycle de taux assez rapide et la croissance américaine est telle que le risque de récession est improbable. Du côté de la zone euro, je pense que les autorités monétaires n'ont pas encore les idées parfaitement claires sur ce qui va se passer. Mais évidemment, l'idéal serait qu'on engage une politique de lutte contre l'inflation sans pour autant casser la croissance. Et que le retour peut-être à une priorité beaucoup trop forte de la question inflationniste n'est pas forcément une très bonne idée, parce que la récession n'est une bonne nouvelle pour personne. Et donc, cet éclairage extrêmement violent qui est de nouveau mis sur la question de l'inflation est peut-être un peu trop fort, d'autant plus qu'on peut s'interroger sur l'efficacité d'un resserrement monétaire aussi violent sur l'inflation telle qu'elle se construit actuellement, puisqu'on sait que ça vient essentiellement de problèmes d'offres et de logistique. Hein, donc pénurie de matières premières, difficultés logistiques. Est-ce que le niveau des taux d'intérêt va vraiment jouer sur la réduction des problèmes de logistique à l'échelle mondiale? Ça n'est pas sûr. Est-ce que ça permettra là aussi de faire baisser le prix des matières premières et matières premières alimentaires dont la hausse est liée à la situation ukrainienne? Ça n'est pas sûr non plus. Donc on peut aussi s'interroger si cette volonté de lutter contre l'inflation ne se heurte pas à une certaine inefficacité des moyens qui vont être employés. Et l'idée, c'est pas d'avoir et une récession et toujours le même niveau d'inflation. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut très bien resserrer brutalement, effectivement bien casser la croissance, mais pour autant avoir toujours une inflation, parce que les conteneurs qui restaient bloqués dans les ports chinois seront toujours bloqués dans les ports chinois. Et puis, dernier point que je peux souligner, et puis après je laisse la parole, c'est que aux États-Unis, c'est vrai que la Banque centrale peut se permettre d'avoir un discours assez hawkish sur ces questions-là. Pour ce qui concerne la BCE, on se heurte quand même assez rapidement à des limites systémiques, qui est la question de la stabilité de la monnaie unique, du financement des États dont l'endettement est très fort, en particulier l'Italie, mais aussi la France. Du coup, ça nous ramène d'ailleurs même au sujet initial. Et qu'une banque centrale européenne qui voudrait lutter fortement contre l'inflation mettrait à terre l'Italie, ce qui n'est sans doute pas non plus un objectif. Donc il y a des objectifs qui se contredisent un peu les uns aux autres, ce qui devrait quand même du coup constituer quand même un frein à un resserrement monétaire beaucoup trop rapide, en particulier dans la zone euro. Voilà. Toujours l'idée qu'il y a une limite effectivement à cet exercice de normalisation, à commencer par celui de la Banque Centrale Européenne, qui se réunit, je le rappelle, ce jeudi. Quand vous regardez les marchés, Julien, les prix de marché notamment, est-ce qu'il y a l'idée d'une récession là, qui fait son chemin quand on regarde les indices au global, c'est pas forcément ce qu'on voit tout de suite, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, il y a des secteurs qui traitent déjà à des niveaux visiblement assez déprimés. Oui. Alors, si on parle de récession économique, donc la fameuse définition officielle des 2 trimestres consécutifs de croissance négative, je n'ai pas les éléments pour répondre à cette question précise. Je pense qu'il faut faire un travail d'économie quand même assez important, ce qui n'est pas mon domaine. Je ne pense pas que ce soit possible, compte tenu de la dynamique justement de la croissance qu'on a, en tout cas au cours des derniers trimestres. Mais c'est intuitif, ce n'est pas un calcul. En revanche, je travaille, j'en ai souvent parlé sur les cycles économiques. Je disais l'été dernier qu'on venait d'atteindre un haut de cycle aux États-Unis sur la base de l'activité manufacturière, qui reste quand même l'élément d'entraînement au moins de l'enchaînement des événements économiques aux États-Unis. Les États-Unis étant encore
toujours pas encore la Chine, mais étant encore l'entraînement du reste du monde. Si on regarde l'activité manufacturière là-bas, on a déjà un bon point de départ. Je disais l'ISM manufacturier, donc le PMI, il évolue entre 60 et 62. Je disais, tant qu'il ne revient pas, ce qu'il devrait faire d'ici la fin d'année prochaine, sous 55, je considère qu'on n'a pas... On est hors zone de danger, quoi. Non. Tant qu'on n'a pas atteint 55... Ah, d'accord. On est dans un processus de ralentissement. Quand on aura atteint, quand on sera passé sous 55, la question se posera de savoir si on a un creux ou pas. Mais le fait de ralentissement économique était pour moi acquis. C'est sur la base des travaux, alors là, pour le coup, que j'ai documenté, qui existent et qui se démontrent. Ce point, je ne connais pas le point bas à quelques mois près, c'est une zone, c'est entre la fin d'année et le début de l'année prochaine. C'est à peu près ça. C'est du fait du cycle qu'on appelle le Kitchin, cycle des stocks, qui est environ un cycle de 18 mois de contraction, enfin de moindre croissance ou de contraction. Donc aujourd'hui, les marchés d'actions sont en train de l'escompter. On le sait parce que nous sommes en ce moment au prix d'il y a 6 ou 8 mois en arrière, 6 ou 9 ou 10 mois en arrière. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la logique de la continuité de l'activité économique précédente. Ce qui est passé par là en même temps, c'est l'inflation au sens de l'événement de la guerre en Europe, des modifications, enfin des accélérations de tendance sur les prix des matières premières. Et là, on a quelque chose qui vient rajouter un élément perturbant au scénario économique, c'est de dire ces éléments d'inflation vont forcément avoir un impact immédiat sur la croissance. Donc déjà, on était dans une période, et en fait, c'est presque l'inverse du Covid. Le Covid est arrivé au moment où la période économique était pour nous ascendante, et donc il suffisait d'une arme budgétaire pour, et heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs, ça s'est fait, et donc l'économie est revenue à ses meilleurs niveaux. Là, pour le coup, cet événement de guerre arrive dans une phase descendante. Donc je pense que l'inflation a d'ores et déjà un peu un impact sur les niveaux de croissance, et ça devrait durer. Mais tout ça pour dire à la fin que ça... Et je vais être très prudent parce que c'est presque un peu comme début 2008. Et début 2008, j'étais un peu tenté de penser que c'était un creux mineur et pas majeur d'activité. C'est devenu un creux majeur un an plus tard. Là, je pense que c'est un creux mineur aussi. Mais je vais quand même être un peu prudent. J'entends. Je pense que c'est un creux mineur. Je pense que le creux majeur de type 2009, il est encore pour plus tard. Donc, cet événement de ralentissement, il est maintenant perçu par les marchés financiers, les marchés d'actions et les marchés d'obligations. Eux escomptent bien la partie inflation. Voilà. Alors, peut-être un petit mot vite fait sur la politique monétaire. Je ne sais pas si c'est... Oui, bien sûr. N'étant pas du tout monétariste de conviction, je ne pars pas du principe que les banques centrales ont un réel effet à moyen et à long terme sur l'inflation. Je pense que la déflation a été rompue beaucoup plus par le Covid que par les attitudes des banques centrales. Les changements structurels sont venus de la crise pandémique et de ses conséquences plus que de la politique géopolitique, en rajoutant la guerre en Europe, remet quelque chose. Mais je voudrais juste te dire qu'on peut, à mon avis, faire un raisonnement, pour le coup, comme dirait Galbraith dans son livre L'argent, essayer souvent, en affaires monétaires, de faire les raisonnements les plus simples possibles. Si on a une inflation, je dirais, moyenne en Occident de 5-7% pendant 3 ans, je dis si, c'est un cas théorique, c'est plutôt très bien pour les niveaux d'endettement. Donc, c'est sûr que les banques centrales ne peuvent pas rien dire. Mais je ne suis pas convaincu qu'elles ont donc les outils pour alors, ça rejoint aussi une partie, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au prix des matières premières. Mais finalement, de dire oui, on est là, on va s'occuper, c'est-à-dire faire croire ce mythe que les banques centrales sont capables de... OK, croyez ça, nous y arriverons. Et en même temps, finalement, permettre aux États de rabaisser leur endettement relativement à leur PIB. Voilà. Je pense que c'est cette logique simple. L'idée d'un espèce de double discours, en fait. Oui. Qu'il faut assumer, enfin qu'il faut, je crois que c'est ce qu'on est en train de voir et qu'on devrait continuer à voir. Donc il y aura des moments, il y aura certainement un moment de dire, nous montons de 50 points de base les taux, drapeau rouge, ça bien sûr. Mais je crois qu'à la fin, on n'ira pas très très loin parce que cet épisode d'inflation c'est finalement ce qu'on a demandé pendant des années. Hein. Oui, donc bien sûr. Il faut aussi se dire que ça c'est pas inutile. Voilà, ça a un sens. Bon, vos commentaires, vos remarques par rapport à ça. Puis je veux bien qu'on descende de niveau micro aussi, hein, parce que je le disais, symboliquement, c'est le coup d'envoi des publications d'entreprise cette semaine. Alors, de manière globale, là, qu'est-ce qu'on attend des entreprises et de leur fonctionnement opérationnel dans ce contexte ? Les entreprises... Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités ou des secteurs spécifiques ? Non, mais je vais enfoncer des portes ouvertes, mais bon, elles sont au premier rang. Et donc, le marché, il peut... c'est toujours pareil, il y a une période de blackout avant la période des résultats. Donc là, on était dedans. Donc là, c'est vrai que c'est
la macro qui prend une importance très importante. Et puis là, on va rentrer vraiment dans une période beaucoup plus micro. Et les marchés vont être drivés là, dans les semaines qui viennent par les annonces de résultats sur le premier trimestre. Et donc, le gros avantage, c'est qu'ils sont aux premières portes. À nouveau, j'enfonce des portes ouvertes, mais ils sont aux premières portes, au premier rang, pour nous dire ce qui se passe concrètement dans les carnets de commandes, les stocks. Voilà. Donc, nous, on peut toujours spéculer. À un moment, on a besoin d'éléments concrets à se mettre sous la dent pour savoir où on en est. Donc, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on peut penser, c'est que les résultats du premier trimestre vont rester bons. Voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Enfin, je parle vraiment au niveau là, très, très global. Il n'y a pas d'éléments tangibles pour être hyper inquiet sur les résultats. Je parle aux États-Unis, en Europe. Hein. Il n'y a pas de grands... on voit pas, on voit quand même un petit peu venir. Déjà, on aurait eu des vagues de profit warning puisque les boîtes sont censées communiquer au marché si elles ont des choses à communiquer au marché. Donc là, on devrait commencer à avoir déjà des éléments, des clignotants orange ou rouge qui clignotent. Et là, c'est pas le cas. On les a pas. On les a pas. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, je pense que aujourd'hui, personne n'en voudra à une boîte être un peu prudente, etc. Donc, il ne faut pas non plus attendre des discours hyper agressifs en termes de croissance. Tout le monde est un petit peu sur la réserve. Donc là-dessus, le marché l'intègre et peut vivre avec ça. Donc pour résumer, on a un premier trimestre qui va être bon, des perspectives qui vont être un petit peu, certains analystes peut-être étaient un petit peu trop optimistes. Donc il peut y avoir des prises de profit par-ci par-là, mais ça ne va pas être une vague massive. Je parle vraiment au niveau de la remontée des résultats, ce qu'on appelle le bottom. Donc on attend ça avec impatience, ça c'est clair, c'est le message. Et donc ça démarre demain avec LVMH par exemple. Alors c'est un cas très très mais c'est quand même assez emblématique en tout cas pour la cote française. C'est notre poids lourd Plus de et européenne de l'indice français. Donc on regarde ça quand même de manière précise. Donc c'est a priori, donc là-dessus, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est des résultats qui vont être quand même très bons, qui vont être publiés avec une croissance qui est attendue par les analystes autour de 15%, 18% pour Louis Vuitton. Il y a eu des hausses de prix, donc pour le moment, je vous le dis à nouveau, c'est un message rassurant, je pense qu'il va être délivré. Par contre, oui, on a quand même des choses inquiétantes, notamment sur la Chine. On a vu que les chiffres de tourisme vers Hong Kong, qui est un grand centre d'achat pour les consommateurs chinois, comme tout le monde sait, on ralentit fortement, moins 30% là, sur le mois écoulé. Donc ça, c'est sûr qu'il va y avoir une prudence quand même sur le deuxième trimestre pour LVMH, qui est un peu dans la teneur de ce que je disais, globalement, de l'ensemble des acteurs industriels, enfin des acteurs économiques. Voilà, et puis peut-être aussi on peut faire un petit commentaire sur Société Générale. Ah bah oui, non mais Société Générale, voilà, c'est l'histoire spécifique du jour. Oui, comment on comprend le fait que le marché soit soulagé, que Société Générale mette fin à... j'ai vu qu'ils sont rentrés en 2006 au capital de Rosbank. Plus de 15 ans d'investissement dans un établissement russe. Alors ils ont grappillé des parts jusqu'à devenir majoritaire, mais c'est quand même... 15 ans d'une aventure russe, qui est un pari que Frédéric Oudéa tenait, maintenait, confirmait, et qui s'arrête donc aujourd'hui. Je pense que là, il faut séparer le rationnel du principe de réalité. Donc rationnellement, d'un point de vue rationnel, on devrait garder ce business qui est un business dans une zone géographique jusqu'ici qui était plutôt bonne, etc., avec de la croissance. Et quelque chose de solide qui avait été bâti. Et là, c'est abattu, effectivement, en quelques semaines, parce qu'il n'y a pas le choix. Tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas demander à Société Générale de garder une activité où il y a 15 milliards en cours. C'est pas... derrière, c'est la porte ouverte à la spéculation. Donc, le marché, il a quand même... Le titre a baissé de 50%, hein. Oui, bien sûr. En 4-5 semaines, le titre a baissé de 50%. Donc c'est quand même archi violent ce qui s'est passé sur Société Générale. Pourquoi aujourd'hui le marché est rassuré ? Finalement, ça a coûté moins cher en termes de capital. 20 points de base contre 50 points de base pour les scénarios les plus pessimistes. Donc ça, c'est quand même sonnant et trébuchant. Il n'y a pas de profit warning. Non. Donc le dividende... En tout cas, il va être voté en Assemblée Générale, mais il est maintenu sur le niveau qui avait été annoncé précédemment. Le rachat d'actions par Société Générale, le programme, il est maintenu. Donc tout ça, c'est des éléments quand même rassurants. Donc je ne dis pas que Société Générale sort vers le haut.
par le haut de cette histoire, mais en tout cas, ils ne sortent pas par le bas, voilà, puisqu'ils peuvent maintenir à peu près leurs activités telles qu'elles sont. Et ils se débarrassent quand même de 15 milliards qui, aujourd'hui, n'est pas acceptable dans l'investissement. Enfin, à l'échelle mondiale d'un investisseur, c'est compliqué d'avoir autant d'exposition sur la Russie. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, messieurs, mais ce genre de décision, bon, c'est Société Générale aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres. Dans l'environnement politique, géopolitique qu'on décrivait, oui, c'est des décisions auxquelles il va falloir s'habituer. Julien ? J'imagine. Je peux qu'aller dans le sens de la logique, de l'explication de la logique de cette décision. Donc, oui. Non, mais ça veut dire que ça devient des marchés très politiques, finalement. Il y a une hyper-politisation, quand même, du monde des affaires qui se dessine, ou qui s'accentue, je ne sais pas. Mais l'Occident était celui qui définissait l'ordre mondial, en quelque sorte, celui qui définissait la culture, les méthodes, les marchés, les organisations, parfois le droit. C'est contesté aujourd'hui. Donc maintenant que c'est contesté, il va falloir faire des ajustements. En ce sens, oui, je pense que c'est politique. Bon, il y a un enseignement à tirer de ces situations d'entreprise, là. Alors c'est du cas par cas, bien sûr, Florent, mais je ne sais pas, encore une fois, quand on bâtit des stratégies d'investissement, est-ce qu'on va faire attention à cette dimension politique désormais ? On le voit effectivement depuis quelques années, le retour en force, notamment dans le cadre des investissements à l'international. On pense à la Chine, oui. On l'a vu avec la Russie, mais la question des investissements en Chine oui. se pose aussi. De ce point de vue-là, la Russie est un apéritif, j'ai l'impression. Avec des décisions des autorités chinoises parfois sur certains secteurs qui remettaient complètement en cause la stratégie d'investissement sur les secteurs concernés. Donc c'est vrai que cette longue séquence qui a duré près de 40 ans d'une mondialisation de plus en plus homogène, avec effectivement des normes juridiques, culturelles qui s'harmonisaient et qui permettaient du coup un développement de l'investissement à l'international sans crainte. Ce schéma-là est questionné actuellement avec effectivement la tentation pour un certain nombre d'économies taille significative de rompre un peu avec le bloc occidental et ses normes. Donc pour l'investisseur, c'est une question qui va être présente dans les esprits pendant les prochaines années. Merci beaucoup, messieurs. Suite au prochain épisode, comme on dit, merci d'avoir été avec nous ce soir, les invités de Planète Marché. Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investment, Thierry Leclerc, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors, et Julien Nebenzal, le président de Futuriem.